J'ai tué mon ex-mari d'une balle en pleine tempe. Et pendant que son sang coulait sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien à Paris, j'ai souri pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas de la folie. Non, c'était de la justice. Une justice que la loi française, avec ses codes empesés et ses juges aux robes noires, n'aurait jamais osé rendre. Et pourtant, ce meurtre n'était que le début. Car l'héritage que j'allais réclamer valait bien plus que de l'argent. Il valait la ruine d'un empire bâti sur mon dos brisé. Mais avant cela, il y avait eu la trahison. Cette lame empoisonnée plantée dans mon cœur par l'homme que j'aimais. Et que j'avais cru être mon sauveur. Après le divorce, j'étais sans abri. Un inconnu m'a dit, « Olivia, vous venez d'hériter de 47 millions d'euros. » Ces mots, prononcés dans le froid mordant d'une rue du Marais, ont résonné comme un glas. Un appel du destin qui m'a tiré des abysses où je sombrais. Mais laissez-moi reculer. Car pour comprendre cette phrase fatidique, il faut plonger dans les ténèbres qui m'ont englouti. Je m'appelle Olivia Moreau. Et jusqu'à l'âge de 35 ans, ma vie était un tableau idyllique peint à l'huile. Dans les tons chauds de la Provence où j'avais grandi. Fille d'un vigneron modeste à Saint-Rémy-de-Provence. J'avais fui les champs de lavande pour les lumières de Paris. Armé d'un diplôme en droit de la Sorbonne et d'un amour fou pour Antoine Duval. Un avocat ambitieux aux yeux verts et au sourire carnassier. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée au Fouquet's, où il m'avait conquise en une nuit avec des promesses de lendemain qui chantent. Tu seras ma muse, Olivia, murmurait-il en caressant mes cheveux noirs. Et je le croyais. Naïve que j'étais. Notre mariage, célébré à l'église Saint-Sulpice sous un ciel de plomb parisien, avait été le clou du spectacle. Antoine grimpait les échelons du barreau comme un alpiniste affamé, défendant des clients douteux, des hommes d'affaires aux mains tachées d'ombre, tandis que je, abandonnant ma carrière pour élever notre fille, Élise, me contentais du rôle de l'épouse parfaite. Mais sous la surface lisse de notre existence, des fissures se dessinaient. Antoine rentrait tard. Parfum d'eau de Cologne bon marché et de mensonges. Des audiences. Ma chérie, disait-il. Et je hochais la tête, avalant mes doutes comme un poison lent. La trahison a éclaté un soir d'automne 2023, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards Haussmann. Élise avait 5 ans, et je l'avais bordée dans notre appartement du 7e arrondissement. Un cocon haussmannien aux moulures impeccables que nous avions acheté avec l'argent de ses victoires judiciaires. J'étais descendu à la cave pour une bouteille de Château Margaux quand j'avais entendu des voix étouffées filtrer de son bureau. Poussé par une intuition viscérale, j'avais entrouvert la porte. Là, sur le bureau en acajou, gisait une pile de documents, des contrats falsifiés, des transferts offshore vers des comptes aux Caïmans. Et au milieu, une lettre d'amour signée d'une certaine Isabelle Laurent, sa associée au cabinet. Mais ce n'était pas le baiser volé qui m'a brisé, c'était la révélation qui suivait. Antoine n'était pas seulement un adultère, il était un escroc. Pour couvrir ses malversations, un détournement de fonds de 12 millions d'euros d'un client influx. Un magnate de l'immobilier nommé Henri Bouchard, il m'avait impliqué sans que je le sache. Mon nom figurait sur des procurations falsifiées. Des signatures que j'avais apposées à l'aveugle lors de routines administratives. J'étais son bouclier, sa chèvre émissaire. Olivia, c'est pour nous, pour Élise. Avait-il plaidé quand je l'avais confronté, les larmes coulant sur mes joues comme de la pluie normande. Mais ses yeux verts, ces mêmes yeux qui m'avaient séduite, brillaient d'une froideur calculée. Il avait tout prévu, si l'affaire éclatait. Ce serait moi, l'épouse crédule, qui irait en prison pour fraude. Lui, l'avocat intègre, témoignerait contre moi. La police était déjà en route, alertée anonymement par lui. Bien sûr. Les menottes étaient froides contre mes poignets quand on m'a emmené. Sous les flashs des paparazzis qui s'étaient agglutinés comme des mouches sur du miel pourri. L'épouse de l'avocat star accusé de blanchiment,
titraient les journaux le lendemain. Le Monde en tête. Antoine, feignant l'indignation, avait obtenu la garde exclusive d'Élise, arguant que j'étais une influence toxique. J'ai passé 6 mois en détention provisoire à Fresnes. Un enfer de béton et de cris, où les nuits se fondaient en un cauchemar sans fin. Ma famille, outrée par le scandale, m'avait renié, mes amis s'étaient évanouis comme fumée. Seule Élise, lors des visites chaperonnées, me serrait la main en chuchotant « Maman, quand tu rentres ?» Libéré sous caution, un miracle arraché par un avocat commis d'office. J'étais sorti brisé, sans un sou, sans toit. Le divorce avait été expédié en 3 mois. Antoine avait tout pris. L'appartement, les comptes, même les bijoux que ma mère m'avait légués. J'errais dans les rues de Paris, dormant sur des bancs du jardin des Tuileries, me nourrissant de croissants volés aux terrasses. C'est là, un matin de décembre 2024, que l'inconnu m'a abordé. Un homme d'une 50aine d'années, costume impeccable, parapluie noir malgré le ciel clair. « Olivia Moreau ?» a-t-il demandé, sa voix grave comme un vin de Bordeaux. J'ai hoché la tête, méfiante. « Vous venez d'hériter de 47 millions d'euros. De la part de Henri Bouchard. » Henri Bouchard. Le nom m'a frappé comme une gifle. Le client spolié par Antoine. Celui dont les fonds avaient financé notre vie de luxe. Mort d'un cancer foudroyant 3 mois plus tôt. Il avait, dans un testament holographe, légué sa fortune à la femme innocente qui a payé pour les péchés d'un autre. Comment avait-il su? Un détective privé, m'a expliqué l'homme, mandaté par Bouchard avant sa mort. Les preuves étaient irréfutables, mes signatures falsifiées. Les enregistrements d'Antoine se vantant de son plan devant des collègues ivres. J'étais libre, non pas légalement, car le procès pendait encore, mais financièrement. 47 millions. Assez pour racheter ma vie. Ou la détruire. Pourtant, en serrant le chèque provisoire dans ma main tremblante, je n'ai pas pensé à la reconstruction. Non. Une rage sourde. UAM comme les catacombes sous Paris. Montait en moi. Antoine avait volé ma liberté. Mon enfant. Mon âme. Il méritait plus qu'une condamnation. Il méritait la ruine. La peur. Le sang. Et avec cet héritage, j'allais lui offrir tout cela, enveloppé dans le papier cadeau de la loi qu'il avait si bien manipulé. Les jours suivants se sont écoulés dans un tourbillon. J'ai loué un studio anonyme à Belleville, quartier bohème où les ombres se fondent dans la nuit. J'ai engagé un détective, un ancien flic nommé Laurent, pour surveiller Antoine. Il prospérait, promotion au cabinet. Nouvelle maîtresse, Isabelle. Bien sûr. Et Élise grandissant loin de moi. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. Des rumeurs de dettes. Des clients qui se retiraient. Mon argent, investi discrètement, commençait à grignoter ses soutiens. La première étape de ma vengeance fut subtile. À la française, une lettre anonyme au barreau de Paris, accompagnée de copies des documents falsifiés. Pas assez pour l'abattre, juste pour semer le doute. Antoine a nié, bien sûr, jurant sur la Bible lors d'une interview à France Inter. Mais ses yeux verts, à la télévision, trahissaient la peur. Et moi, dans l'ombre, je souriais. Avec les 47 millions, j'ai racheté non seulement un toit, mais un arsenal invisible. J'ai visité un notaire à la retraite, un homme discret de Neuilly-sur-Seine, pour structurer l'héritage en une toile d'araignée de société écran, des holdings à Luxembourg, des trusts aux îles anglo-normandes. Antoine ne verrait rien venir. Il était trop occupé à parader dans les dîners du palais de justice, à toast au foie gras et 20 millésimés. Mais moi, Olivia, la traîtresse, repentie,
Je tissais ma toile. Fil par fil. Imprégné de l'arsenic de la rancune. Là secret chôn giấu. Celui qui rongeait mes nuits. Était plus profond que la fraude. Pendant mes mois à Fresnes, j'avais reçu une visite inattendue, ma sœur cadette, Camille, que je n'avais pas vue depuis 10 ans. Elle était venue de Marseille. Les traits tirés, les yeux rougis. Olivia, il y a quelque chose que tu dois savoir sur papa. Avait-elle murmuré, sa voix étouffée par le parloir. Notre père, le vigneron de Provence, n'était pas mort d'une crise cardiaque en 2015, comme on nous l'avait dit. Non. Il s'était suicidé, après avoir découvert qu'Antoine, lors de notre mariage, avait saboté l'hypothèque familiale pour s'approprier les terres de la Vende. Il voulait ton dot. Olivia. Les vignes valaient des millions. Papa a tout perdu pour que tu vives ton conte de fées. Le choc m'avait laissé pantelante. Antoine n'avait pas seulement volé Bouchard, il avait pillé mon passé, effacé mes racines pour bâtir son empire. Et Élise, était-elle au courant? Ou pire, instrumentalisée, Camille m'avait tendu une boîte, des lettres jaunies, des relevés bancaires falsifiés. Preuve que notre père avait porté jusqu'à sa tombe. Trop fier pour alerter la gendarmerie. Venge-le. Olivia. Pour nous toutes. De retour dans mon studio de Belleville, entouré de murs lézardés et d'odeurs d'épices d'Afrique du Nord, j'ai pleuré pour la première fois depuis ma libération. Pas de larmes salées, mais un flot acide, corrosif. Antoine n'était pas un simple escroc, il était un monstre. Un serpent qui avait mué peau après peau, lissant ses écailles sur le dos des autres. Ses lancements de face étaient légendaires, hier à m'entendre. Aujourd'hui mari modèle, demain père dévoué. Mais je voyais clair maintenant. Chaque sourire était un calcul. Chaque caresse un piège. J'ai commencé par Élise. Avec l'argent de Bouchard, j'ai engagé une avocate star. Maître Sophie Leclerc, spécialiste des gardes parentales. Vous avez été blanchie. Madame Moreau. M'a-t-elle dit lors de notre rendez-vous au Café de Flore. Sous les portraits de Sartre et Beauvoir. Les preuves contre Duval sont accablantes. Nous pouvons demander la révision. Mais je ne voulais pas seulement Élise, je voulais qu'Antoine saigne. J'ai accepté un plan, une médiation familiale feinte. Où il viendrait, arrogant, pensant contrôler le jeu. La rencontre eut lieu dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Loué pour l'occasion. Élise, 7 ans maintenant, courut dans mes bras. Son odeur de vanille me transperçant le cœur. Maman. Antoine arriva en retard. Costume sur mesure. Cravate Hermès. Olivia. Soyons civilisés pour elle. Dit-il. Ses yeux verts sont dans les miens comme un avocat en cross-examination. Je souris, feignant la faiblesse. Bien sûr. Antoine. Pour Élise. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Pendant le thé, je lâchais la bombe, Henri Bouchard m'a tout légué. Il savait pour les falsifications. Son visage blêmit. Un instant. Avant de se recomposer en masque de dédain. Mensonge. Tu es paranoïaque. Olivia. Fresnes t'a brisé. Élise pleura, sentant la tension, et je la serrai contre moi, promettant intérieurement que ce serait la dernière larme qu'elle verserait pour lui. La nuit suivante, mon détective Laurent m'appela, Duval prépare un contre-coup. Il a contacté Isabelle pour falsifier des preuves contre vous, des mets truqués, prétendant que vous étiez complice volontaire. Le serpent muait encore. Je ris. Un rire UAM qui résonna dans la pièce vide. Il était temps d'accélérer. J'investis 5 millions dans une campagne discrète, des articles plantés dans Libération, des rumeurs sur BFM.
dépeignant Antoine comme un prédateur. L'avocat qui a ruiné sa propre famille. Titrait-il. Ses clients fuyaient. Son cabinet vacillait. Pourtant, il contre-attaqua avec une décision qui me glaça. Il demanda une expertise psychiatrique pour Élise, arguant que mon instabilité la mettait en danger. Les juges, ces gardiens du code civil si rigides, penchaient de son côté. La tension montait, comme un orage sur la Seine. Je passais des nuits blanches, hanté par le fantôme de mon père, son visage buriné par le soleil provençal, me suppliant « Rends justice, ma fille ». Et justice, je la rendrai. Pas avec des mots, mais avec des actes qui diviseraient le monde en deux camps, ceux qui comprendraient ma fureur, et les hypocrites qui crieraient au scandale. Paris, cette ville de lumière masquant des abysses, devenait mon terrain de chasse. Avec l'héritage de Bouchard, j'avais acheté le silence de quelques âmes, un journaliste à Le Figaro, une greffière au tribunal de grande instance. Antoine, sentant le vent tourner, se terrait dans son appartement du 7e, entouré de gardes du corps payés par ses derniers fonds. Mais il commettait l'erreur fatale des arrogants, sous-estimer la femme qu'il avait brisée. Le secret suivant que je déterrai fut le plus sombre. Laurent, mon détective, avait fouillé les archives. Antoine n'était pas un simple filou, il avait un passé taché de sang. En 2010, lors de ses années d'étudiant à l'EDEC de Lille, il avait été impliqué dans la mort d'un camarade. Un accident de voiture maquillé en suicide. Le garçon, fils d'un rival en affaires, avait découvert des tricheries aux examens. Antoine avait conduit, ivre, et laissé le corps sur les rails du TGV. L'enquête avait été étouffée par son père, un juge influent, et Antoine avait hérité d'un poste au cabinet familial en échange du silence. Il est un meurtrier, madame, me dit Laurent lors d'un rendez-vous dans un bistrot enfumé de Montmartre, sous le regard indifférent de la butte. Je bus mon pastis d'une traite, le feu de l'alcool ravivant ma haine. Et moi, j'ai porté ces crimes sur mes épaules. Car oui, An gánh tội thay. j'avais non seulement falsifié pour lui, mais lors d'une soirée arrosée en 2022, il m'avait confessé l'accident, me forçant à jurer le secret sous peine de tout perdre. J'étais sa complice involontaire, son ombre coupable. Cette révélation transforma ma vengeance en croisade. Je ne voulais plus sa ruine financière, je voulais son âme exposée, nue, sous les projecteurs impitoyables de la justice médiatique. J'organisai une fuite, des documents scannés envoyés à un blogueur anonyme. Scandale de la robe. Qui les diffusa sur X et Telegram. Antoine Duval, de l'escroquerie au meurtre couvert. Le net explosa. Des trades interminables. Des podcasts nocturnes sur France Culture débattant de ma vendetta personnelle contre un homme piégé par une ex-femme hystérique. Antoine riposta avec fureur. Il m'accusa publiquement de harcèlement, obtenant une ordonnance de protection qui m'interdisait l'approche d'Élise. Lors d'une audience au palais de justice, il pleura, oui, pleura, devant le juge. Un homme âgé aux lunettes pincées. Elle veut me détruire. Monsieur le Président. Pour de l'argent hérité de son amant. Mensonge éhonté, Bouchard était un vieillard. Et moi, une veuve de l'amour. Pas une courtisane. La salle bruissa. Les féministes du public scandant « Justice pour Olivia ». Tandis que les conservateurs murmuraient « Une mère dangereuse ». La tension était palpable. Un fil tendu prêt à rompre. Je vis Élise en secret, dans un parc de Vincennes, grâce à Camille qui l'avait enlevée pour un week-end chez Tata. Ma fille, avec ses boucles châtaines et ses yeux vert hérités de son père, malédiction, me serra fort. Papa dit que tu es méchante. Maman. Mais je sais que non. Ces mots me transpercèrent.
Antoine l'empoisonnait, la modelant à son image. Un petit monstre en herbe. C'est alors que je décidai le coup suivant, l'infiltration. J'embauchai une actrice, une jeune femme nommée Léa, pour séduire Isabelle, la maîtresse d'Antoine. Léa, avec son charme de brune aux lèvres pulpeuses, se fit passer pour une stagiaire ambitieuse au cabinet. En une semaine, elle était dans le lit d'Isabelle. Et en un mois, elle avait accès aux ordinateurs. Les fichiers qu'elle exfiltra étaient une mine d'or, mailles compromettants, virements illicites, et une vidéo, oh, cette vidéo, où Antoine, nu et suant, confié à Isabelle, Olivia portera tout. Elle est faible. Et si elle parle? Élise paiera. Je diffusai l'extrait, censuré pour le goût, sur un site miroir. La France entière vomit. Des manifestations devant le cabinet. Des pétitions en ligne dépassant les 100 000 signatures. Libérer Olivia, trending sur X. Mais Antoine, rusé, lutta. Il clama un deepfake. Engagea des avocats pour me traîner en diffamation. Et dans un twist qui me fit douter de ma santé mentale, il m'appela un soir. Voix suave, Olivia. Arrête ça. Reviens. Je te rends Élise. Et on recommence. Pour de bon. Son offre était du velours empoisonné. J'enregistrai l'appel. Bien sûr. Et le balançai aux médias. La presse le dépeignit en manipulateur pathétique. Mais certains, les traditionalistes, les amis de son père, le défendirent, une famille déchirée par une femme assoiffée de revanche. Le public se divisait, comme je l'avais espéré. Étais-je une victime vengeresse ou une harpie calculatrice? La nuit, seul avec mes démons, je marchais le long de la Seine, les ponts illuminés comme des veines d'or. Le haut trahau approchait, je le sentais dans mes os. Bientôt, le sang coulerait, et avec lui, la vérité. Le palais de justice de Paris, ce mastodonte de pierre grise sur l'île de la Cité, devint le théâtre de mon opéra maudit. Le procès pour fraude reprit, avec moi en témoin clé, Antoine en accusé principal. Les salles d'audience, imprégnées d'histoire, des procès de la terreur au scandale contemporain, vibraient d'une tension électrique. Journalistes entassés, caméras braquées, et au premier rang, Élise, escortée par une assistante sociale, ses yeux écarquillés fixés sur moi. Antoine entra en scène comme un tragédien shakespearien. Costume impeccable. Cheveux gominés. Je suis innocent, Monsieur le Président, déclara-t-il, voix tremblante d'émotion feinte. Ma femme, manipulée par Bouchard, cherche à me ruiner. Les jurés, un mélange de bourgeois parisiens et de provinciaux sceptiques, hochèrent la tête, séduits par son charisme. Mais j'avais préparé mon aria. Lors de mon témoignage, je montai à la barre. Robe noire simple, cheveux relevés en chignon sévère. Antoine Duval n'est pas un escroc, il est un assassin. Lâchez jeu, calmement, comme on déguste un café serré. La salle retint son souffle. Je déroulai les preuves, l'accident de l'île, les lettres de mon père, la vidéo avec Isabelle. Il m'a forcé à Gan Titaï, à porter ses chaînes pendant qu'il dansait libre. Des murmures fusèrent, le président tapa du marteau. Antoine bondit, mensonge. Elle est folle. Le chaos s'ensuivit. Son avocat demanda une suspension. Mais trop tard, les médias, affamés, diffusèrent tout en live. Duval meurtrier explosa. Des émeutes virtuelles où féministes et anticorruption s'alliaient contre les pro-familles qui hurlaient « chasse aux sorcières ». La décision d'Antoine fut alors révélée, dans un geste désespéré. Il fit témoigner Élise, préparée pour dire que « maman me fait peur ». Ma fille, 8 ans,
balbutia. Papa dit que tu vas nous tuer tous. Le cœur me manqua. J'aurais pu hurler. Mais je tins bon. Larmes contenues. Ce fut le déclencheur. Cette nuit-là, dans l'ombre d'un café près de Notre-Dame, je conclus un pacte avec moi-même. La vengeance ne pouvait plus être légale, elle devait être viscérale. Française dans son excès baroque. J'achetai l'arme, un revolver ancien. Calibre 9 mm. Chez un collectionneur discret de la banlieue, et je planifiai l'irruption. Le lendemain, jour de verdict, je m'infiltrai dans l'appartement d'Antoine via un double des clés subtilisé par Léa. Il était seul, saignant d'un verre de cognac, attendant l'issue du procès. Olivia, s'étonna-t-il en me voyant, l'arme à la main. Ses yeux verts s'écarquillèrent, enfin vrais dans leur terreur. Qu'est-ce que tu fais pour Élise? Pense à elle. Élise mérite un père mort plutôt qu'un monstre vivant. Répondis-je. Voix froide comme la Loire en hiver. Je tirai. Une fois. En pleine tempe. Le sang jaillit. Écarlate sur le parquet. Formant une flaque qui rappela les vignes piétinées de mon père. Il s'effondra. Gargouillant. Et je restai là. Immobile. Écoutant le silence. Pas de regret. Seulement une paix UAM. Comme après une absolution. La police arriva vite, un appel anonyme. Le mien. J'attendis. Arme à terre. Confessant tout. J'ai vengé ma famille. Les menottes revinrent. Froides. Mais cette fois, je marchai la tête haute. Le public se scinda, héros pour les uns, meurtrière pour les autres. Des pétitions pour ma grâce affluaient, des éditos dans le Figaro me traitaient de « Médée moderne ». Antoine mourut à l'hôpital. Après avoir murmuré à un prêtre, elle l'a mérité. Ses derniers lancements de face, le repentir. Ou un ultime mensonge. La cellule à la conciergerie, vestige de la Révolution, devint mon nouveau domaine. Pas Fresnes cette fois, mais un isolement doré, payé par les 47 millions qui, ironie du sort, finançaient ma défense. Maître Leclerc, Malionne, plaidait l'irrésistible, préjudice moral, provocation, état de nécessité. Les audiences se multipliaient. Un cirque médiatique où experts psychiatres débattaient de ma rage légitime versus psychopathie vengeresse. Élise me visitait, désormais sous la garde de Camille, qui avait révélé à ma fille la vérité sur son grand-père. Maman a tué le méchant, comme dans les contes, disait-elle, innocente, serrant ma main à travers la vitre. Mon cœur se brisait et se forgeait à la fois. Était-ce une fin heureuse? Non. Car le twist final, ce secret ultime que même Laurent ignorait, émergea lors du procès. Antoine, dans son agonie, avait laissé un testament. Pas le sien, mais un codicille falsifié à mon nom, un dernier coup de poignard. Il accusait Bouchard d'avoir été son complice dans la fraude initiale. Et moi, en héritant, de blanchiment continu. Pire, des preuves fabriquées impliquaient Élise. Un compte offshore à son nom, pour me faire chanter post-mortem. Si tu me tues, ta fille paie. Avait-il prévu? Le scandale éclata. Le barreau suspendit ses complices, Isabelle. Arrêtée pour faux témoignage. Se suicida dans sa cellule. Laissant une note, Duval nous a tous manipulés. Olivia avait raison. Le public, déjà divisé, bascula, manifestation massive place de la Concorde. Justice pour les victimes d'Antoine, criait-on. Tandis que des intellectuels signaient une tribune dans Le Monde, la vengeance d'Olivia, catharsis ou barbarie. Mon twist personnel fut plus intime. En fouillant les affaires d'Antoine saisies, je trouvai une lettre non envoyée. Adressée à Élise, si ta mère gagne, sache qu'elle n'est pas ta vraie mère.
Je t'ai adopté d'une surrogate pour la piéger. Mensonge, vérification ADN confirmèrent, Élise n'était pas biologiquement mienne. Antoine l'avait volée. Comme tout le reste. Pour ancrer sa domination. Ce révélation me terrassa. Était-ce la biologie qui lie? Ou l'amour forgé dans le feu? Je choisis l'amour. Lors de l'audience finale. Je révélai tout. Voix brisée, il m'a volé ma fille. Mon père. Ma vie. Mon crime, un cri primal contre l'injustice. Le jury délibéra 3 jours. Paris suspendu à leurs lèvres. Le verdict, non coupable. Pour légitime défense morale. Une première en droit français. Débattue dans les manuels à venir. Libéré. Je pris Élise dans mes bras sur les marches du palais. Sous une pluie fine. Les flashs crépitants comme des applaudissements maudits. Camille pleura, Laurent hocha la tête. Mais la fin n'était pas heureuse. Elle était ambiguë. Ouam. Aujourd'hui, en 2025, je vis recluse en Provence. Sur les terres rachetées avec l'héritage. Élise grandit, apprenant la lavande et les secrets de la terre. Mais les nuits, le fantôme d'Antoinante, était-il vraiment le monstre? Ou ai-je, en le tuant, hérité de son ombre? Le public discute encore, héroïne ou meurtrière? Justice poétique ou cycle de violence? Je n'ai pas de réponse. Seulement cette paix fragile. Teinte de sang. Et si le destin frappe à nouveau? Je sourirai, arme en main. Car en France, la vengeance est un art. Éternel et disputé.